Voilà, donc je pense qu'on peut commencer là maintenant. Donc bonjour à tous. Donc le diaporama n'est pas tout à fait affiché. Alexis, ça serait bien si tu pouvais passer en mode. Et ouais, mais je ne sais pas ce qui se passe, hein. Quand je le mets en mode diaporama de mon côté, ça ne s'affiche pas chez vous. Ah si, voilà, c'est parfait. Si tu peux reculer. Bon, c'est pas grave, c'est très bien comme ça, on va démarrer. Donc bonjour à tous et bienvenue aux rencontres techniques de Terrinovia. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui à cette session en région Auvergne-Rhône-Alpes pour la seconde fois. Cette session fait partie d'un ensemble de 17 rendez-vous 100% gratuits autour de l'actualité des oléagineux et des protéagineux. Rendez-vous qui ont démarré le 17 novembre dernier déjà. Alors, cette formule 100% digitale est liée bien sûr au contexte sanitaire général et remplace cette année nos rencontres techniques régionales que certains d'entre vous connaissent. Donc, merci d'être nombreux à vous être inscrits à cette session autour des cultures de printemps et intitulée « Des leviers techniques au rendez-vous pour le développement du tournesol et du soja en Rhône-Alpes-Auvergne ». Avant de commencer, donc quelques informations pratiques. Je vous informe tout d'abord. Alors, la session est enregistrée et retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Terrinovia. Il sera donc possible de la réécouter en replay. Alors, pour les personnes qui sont inscrites et qui sont connectées via la plateforme Teams, vos micros sont coupés pendant toute la session. Par contre, vous avez la possibilité, à travers la fenêtre de chat, de poser vos questions à l'intervenant. Il y sera répondu en fin d'exposé. Par contre, pour les personnes connectées via YouTube, je vous précise que le chat est par contre désactivé pour vous. Vous ne pourrez pas poser de questions en direct. Toutefois, si vous avez des questions, vous pourrez envoyer vos questions par mail. Donc, pour finir, je vous informe également que donc, dès demain, vous recevrez un mail avec toutes les informations pour télécharger les documents. Il y aura un lien pour également renseigner et remplir une enquête de satisfaction. C'est important pour nous pour améliorer les sessions et la programmation des futures sessions des rencontres techniques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Juste un détail, donc tous les documents seront disponibles sur le site de Terrinovia, que vous soyez inscrit ou non inscrit, puisque ces informations sont visibles sur une actualité de campagne à la rubrique culture tournesol ou soja. Il suffit pour ça d'être inscrit sur le site de Terrinovia. Donc pour ceux qui ne seraient pas inscrits, je vous incite à vous créer un compte. C'est très rapide et ça vous permettra de bénéficier de ces informations d'actualité. Sans plus attendre, je passe la parole à Christophe Vaugrincy, responsable développement et communication sur la région sud de Terrinovia et qui va animer cette session dédiée, donc, comme je vous l'ai dit, au tournesol et au soja. Voilà, Christophe, je te passe la parole. Parfait, merci Bernadette. Donc bonjour à tous, bienvenue donc pour cette seconde session régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc après avoir effectivement parlé colza lundi matin, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons aujourd'hui donc aborder avec vous les cultures de printemps, donc avec le tournesol et le soja, deux cultures qui, vous le verrez, sont aujourd'hui en plein essor, en plein développement, et qui connaissent effectivement une augmentation plutôt importante des surfaces depuis 2-3 ans. Alors c'est vrai que ce développement se fait un petit peu en réponse à certaines difficultés rencontrées sur d'autres cultures. Alors, néanmoins, on se rend compte que ces cultures restent très compétitives et que ce soit d'ailleurs dans les systèmes en sec ou en irrigué pour ce qui est du tournesol, et puis plutôt dans les systèmes irrigués pour le soja. C'est pourquoi l'enjeu aujourd'hui auquel on fait face, c'est tout simplement de pouvoir
accompagner durablement donc le développement du tournesol et du soja sur cette région, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en les adaptant bien évidemment aux différentes situations pédoclimatiques qui sont les plus appropriées pour chacune de ces deux espèces. Alors, bien que ces deux espèces soient compétitives, comme je l'évoquais, bon, il n'en demeure pas moins que, comme toutes les autres espèces ou cultures, elles peuvent être soumises à un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre, dans la conduite de ces deux cultures. Et du coup, l'objectif de cette session est d'aborder finalement certaines de ces difficultés pour vous présenter ce qui est fait d'une part au sein de l'Institut et aussi vous donner quelques pistes d'action qui sont possibles à activer dès à présent pour accompagner au mieux le développement de ces deux espèces estivales. Alors, pour commencer, donc concernant le colza, il est vrai qu'une des principales difficultés, ça reste, vous le savez malheureusement, c'est la gestion des oiseaux à la levée pour le tournesol. Dans certains secteurs, c'est pas forcément toujours généralisé, mais quoi qu'il en soit, voilà, les corbeaux, les pigeons, ça reste une problématique importante. Et donc Alexis Vergniaud, donc ingénieur développement donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous présentera les résultats de travaux que nous avons maintenant engagés depuis plusieurs années sur ce sujet majeur, qui a un vrai impact économique sur l'ensemble de la filière tournesol. Vous le verrez avec les chiffres à l'appui, c'est assez éloquent. Et puis, il vous livrera également du coup quelques pistes d'action qui sont ou qui vont être testées sur ce sujet de la lutte contre les oiseaux. Alors, au-delà de la gestion des oiseaux pour accompagner au mieux le développement du tournesol, la gestion du désherbage est également une vraie préoccupation, que ce soit pour la gestion de l'ambroisie en tournesol, problématique ô combien importante pour la région, ou encore tout simplement la gestion de l'utilisation donc la plus précise du S-métolachlore en soja, matière active qui est retrouvée trop fréquemment dans pas mal d'aires d'alimentation de captage d'eau et où on teste justement des éventuelles stratégies de désherbage qui pourraient permettre de s'affranchir de son utilisation. Donc là encore, Alexis vous fera un point complet sur ces deux problématiques de désherbage. Et puis, enfin, à l'heure où l'on parle de plus en plus de réchauffement climatique, on l'a abordé sur la culture du colza lundi matin, quand on évoque les cultures d'été, comment ne pas parler d'irrigation? Alors l'irrigation, bien évidemment, c'est quand on a de l'eau qui est disponible, et sur ces deux espèces, ça reste effectivement un vrai levier, voire même un levier indispensable, notamment quand on parle du soja, que ce soit pour assurer donc la rentabilité donc économique et donc du coup pour pouvoir aussi pérenniser ces deux espèces et ainsi contribuer donc à la diversité des assolements. Alors, sur ce sujet de l'irrigation, donc après vous avoir donné quelques éléments économiques sur l'intérêt de l'irrigation, donc Alexis, pour terminer cette session globale soja tournesol, vous fera un rapide rappel des règles de décision pour le déclenchement justement de l'irrigation de ces deux espèces. Donc voilà un peu avec le programme de ce début d'après-midi. Juste un dernier mot en termes d'organisation, juste pour vous préciser, donc comme l'évoquait Bernadette, je serai l'animateur de cette session, ce qui fait que tout au long des interventions d'Alexis, vous pourrez poser vos questions dans le chat et je les reprendrai, je les synthétiserai, les reformulerai pour que et je les poserai donc à Alexis pour qu'il puisse répondre à l'ensemble de vos interrogations. Voilà, je laisse maintenant la parole à Alexis et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Voilà, Alexis, à toi de jouer. Merci Christophe et merci Bernadette pour l'introduction de cette session. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour enchaîner notre deuxième rendez-vous régional sur nos rencontres techniques Terrinovia et dans le cas qui nous concerne spécifique Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, juste pour compléter un peu ce que vient de dire Christophe sur le sommaire, le menu qui nous est proposé aujourd'hui,
il y a certaines présentations qui vont faire écho à des choses qui ont été déjà présentées lors de certaines de nos sessions nationales cette semaine ou la semaine passée. Je pense notamment aux oiseaux et un petit peu aussi sur le désherbage tournesol. Donc ce n'est pas grave, hein, ça ne fera que des piqûres de rappel et voilà, c'est toujours un support de discussion qui sera intéressant. Pour débuter, quelques mots au niveau du contexte de production, hein, culture par culture. Au niveau du tournesol, pour commencer, des surfaces qui sont en nette progression depuis maintenant 5 ans. Hein, le palier s'est fait à partir de 2016. Quand on analyse un petit peu l'évolution des surfaces de tournesol pour quelques grandes régions françaises, hein, alors là il y a un peu de tout, hein, il y a du néo-bassin, il y a aussi du bassin historique. Vous voyez les chiffres, hein, les pourcentages d'augmentation, là c'est entre 2019 et 2020. On a des augmentations qui sont assez notables partout. On prend quelque chose qui est peut-être anecdotique en termes de surface, mais quand on regarde la Champagne-Ardenne, hein, 84% d'augmentation sur 2020, c'est pas négligeable. Et puis nos bassins historiques, hein, que sont le Midi-Pyrénées ou le Poitou-Charentes, où on a des augmentations, là encore, qui sont assez significatives. En ce qui concerne nos deux régions, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez qu'on ne pèse finalement pas lourd, hein, dans la tournesol nationale, mais on a des évolutions positives quand même depuis quelques années, surtout en Auvergne. Hein. L'Auvergne pour plusieurs raisons, c'est notamment au-delà du changement climatique qu'on a évoqué avec les notions de sécheresse et les retournements de colza notamment, ou même de serre à la paille. Il y a également l'impact très spécifique de l'arrêt de la betterave sur cette zone-là qui a libéré entre 4000 et 5000 hectares, dont le tournesol a pu profiter en partie. Dernier point sur ces surfaces, hein, on voit que l'augmentation, si on prend la sole nationale, hein, depuis 2016, on est à un ordre de 44% d'augmentation. Et là, on se rapproche tout doucement des 800 000 hectares, hein, qui revient à un niveau historique qu'on n'avait plus atteint maintenant depuis 2003. Alors, pourquoi ces augmentations de surface, hein, j'ai commencé à en parler. Il y a d'abord un remplacement qui était conjoncturel, mais qui tend à être structurel sur certaines cultures. Hein. Donc là, j'ai parlé du colza en réponse à des défauts d'implantation, de la betterave en réponse à l'arrêt d'une filière. Hein. J'ai cité l'exemple de l'Auvergne, hein. Ça fait partie des éléments. Il y a aussi une mise en défaut un petit peu des cultures irriguées qui peuvent être très consommatrices. Hein. Donc il y a à ce titre-là le maïs, mais aussi notre soja. Donc ça, dans des questions aujourd'hui où on est de plus en plus en difficulté en termes de volume d'eau, le tournesol, vous allez le voir après, valorise très bien le peu d'eau qu'on lui donne et a l'avantage d'être assez robuste climatiquement pour avoir des performances économiques intéressantes. Et puis dernier point, hein, ça va en lien avec un petit peu le premier tiré sur les impasses techniques qui sont nombreuses aujourd'hui dans nos cultures d'hiver. Hein. Je pense aux résistances aux pyrétrinoïdes de synthèse pour le colza, par exemple, vis-à-vis des insectes d'automne, mais aussi pour les problèmes de désherbage en serre à la paille avec les résistances des graminées aux ALS, entre autres. Voilà, donc tous ces facteurs tendent à faire augmenter notre tournesol global. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés, mais ça m'apparaît comme les 3 principaux aujourd'hui à mettre en lumière. Alors pour le soja, on est dans un cas là aussi d'évolution plutôt positive. Hein. Alors effectivement, quand on prend les surfaces au niveau français, hein, la bascule s'est faite à partir de 2013. C'est une date qui est en fait assez significative pour le soja, puisqu'on était à l'aube d'un premier plan protéines, où là il y a eu des primes qui avaient été allouées au soja. Voilà, c'était entre 100 et 200 € hectare à l'époque, en théorie, puisqu'on dans la réalité, on a vu qu'il y a eu des chiffres qui étaient bien plus faibles du fait des nombreuses surfaces qui se sont mises en place, d'où en fait le petit palier qu'on a entre 2015 et 2016 qui est un petit peu rééquilibré. Mais vous voyez quand même que la sole globale a continué à remonter, hein, pour d'autres raisons. Il y a d'abord une diversification, un allongement des rotations, notamment dans les systèmes de monoculture de maïs irrigués, où dans certains secteurs, on commence à voir le soja qui arrive et qui valorise très bien ses performances dans ces systèmes-là. Et il y a également aussi une demande croissante en protéines végétales, hein, qu'on observe via notamment tous les plans en protéines qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est plus le contexte sociétal actuel qui pousse dans ce sens-là. Au niveau régional, donc là encore, j'ai repris l'exemple pour quelques régions sur les 5 dernières années. Alors là, vous voyez que par exemple, notre bassin auvergnat pèse très peu dans la balance. Les surfaces sont plutôt stables, on tend à une légère augmentation depuis quelques années. Et puis sur la partie rhône-alpine, on est déjà sur une culture qui est un peu plus présente dans les assolements.
Je pense notamment à des zones un petit peu de marais avec des fortes érues et des forts potentiels, hein, que peuvent être les régions de l'Isère, comme le Grésivaudan notamment. Et puis beaucoup de zones irriguées où on trouve du maïs et des cultures qui peuvent valoriser assez bien l'irrigation. Alors, on va attaquer sans plus tarder sur un premier gros morceau qui va concerner notre tournesol, c'est sur la lutte contre les dégâts d'oiseaux. Alors, plusieurs points à aborder. Là, on a travaillé via des retours d'enquête sur nos dégâts d'oiseaux. Là, c'est quand même un échantillon assez robuste. On a plus de 2000 retours d'enquête synthétisés. Donc, vous voyez finalement que les échantillons sont assez gros dans les zones historiques. Je pense au sud-ouest et au Poitou-Charentes. On a beaucoup de retours et beaucoup de dégâts recensés. Mais vous voyez que nous ne sommes quand même pas en reste sur le sud de la région, avec le Rhône-Alpes et Isère, où on a beaucoup de signalements, majoritairement des colombidés, mais on a quand même on va dire un des premiers retours de dégâts de corbeaux également qui peuvent survenir. Donc au niveau des répartitions des dégâts, majoritairement, vous allez voir, on est environ 90% des dégâts sont faits à la levée, à l'implantation, et finalement peu de dégâts à la maturité, contrairement à ce qu'on peut observer. Sur la synthèse de ces enquêtes déclaratives depuis 2016, voilà, on a déjà identifié nos trois principaux ennemis en termes d'implantation du tournesol. On va dire que ça se réduit plutôt à deux, à savoir le pigeon ramier et puis les corvidés que vont être les corbeaux-freux et les choucas notamment, mais surtout les corbeaux-freux. On a une dominance de signalement qui est sur tournesol, parmi tous nos zoolopros, c'est là que se font la majorité des dégâts. Ce qui semble se dessiner en termes de profil de colonisation de milieu, c'est que les colombidés, donc palombes, pigeons, sont plutôt présents sur la partie sud-ouest et que les corvidés seraient plutôt présents dans le Grand Est. Nous, on est un petit peu hybride, vous allez le voir tout à l'heure. Ce qui semble remonter pour l'instant, c'est qu'on s'oriente vers des populations assez néfastes et importantes de pigeons dès lors qu'on se trouve en périphérie d'une grande agglomération ou d'un village ou d'un silo ou autre, d'une infrastructure quelconque. Et dès l'instant qu'on va être dans des marais avec une forte dominante de peupliers, par exemple, on va trouver beaucoup plus de corbeaux. Ça, c'est ce qui semble se dessiner sur notre région. Quelques points en termes de stats aussi, on a à peu près 8 parcelles sur 10 dans l'enquête qui présentaient un dispositif de protection, majoritairement des effaroucheurs. On note quand même quelques tirs de destruction, puis un tout petit peu de répulsif. Vous verrez juste après ces thématiques que nous avons travaillées, nous, du côté de Terrinovia. Et puis là, en termes de pertes économiques, ce que ça peut représenter, on a fait une estimation assez grossière, mais voilà, en cas de ROSMI, on a à peu près 93 € hectare de coûts, et puis de perte de rendement en semant beaucoup plus tardivement, on a à peu près 12% de pertes en plus. Ça, c'est issu de nos travaux en termes d'expérimentation. Et en cas de non-ROSMI, on a une perte de rendement qui va être de l'ordre de 12% avec les dégâts à l'implantation, et puis des baisses de teneur en huile qui entraînent un prix en fait, de vente du tournesol autour de 371 € au lieu de 380. On parle de chiffres qui sont actuels, des prix plutôt hauts. Et puis quand on fait l'estimation, finalement, avec une hypothèse à 25 quintaux hectares, on a des pertes économiques qui excèdent le million d'euros sur la totalité des répondants, et malheureusement à multiplier par le taux de non-répondants. Donc même si l'échantillon et la synthèse, tout ça reste assez estimatif et grossier, on a quand même une bonne idée de l'enjeu financier que ces dégâts peuvent représenter. Alors au niveau des comportements de nos deux cibles majeures, le pigeon ramier et le corbeau-freux, on voit que les démographies sont bien différentes. Donc pour le pigeon ramier, on a une démographie qui est exponentielle depuis maintenant une vingtaine d'années. Là, c'est à l'échelle de l'Europe. Donc est-ce que c'est en lien avec l'augmentation les dégâts sur tournesol sont en lien avec l'augmentation de la population d'individus, tout simplement. Alors pour le corbeau-freux, on va être dans un schéma un peu différent, où la population tend à décliner, et pour autant on a une exploitation de nouvelles sources de nourriture, donc là qui s'orienterait plutôt vers les prairies et les cultures, ce qui tend entre guillemets à un changement comportemental. Et donc là pour notre région Aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui semble se dessiner, c'est des pigeons près des villes et des corbeaux plutôt dans les marais, et surtout le long de la vallée du Rhône, où on a beaucoup de dégâts à la fois sur tournesol mais aussi sur maïs et
et sur soja même maintenant, on commence à avoir des dégâts. Je fais un point rapide sur nos différents travaux. Alors, je ne vais pas non plus pouvoir aller dans un niveau de détail très poussé, mais je vous invite à revoir la présentation de mon collègue Christophe Sauce, qui avait un petit peu plus creusé tous ces aspects-là. 4 grandes thématiques identifiées, les répulsifs, les effaroucheurs, les semis sous couvert, vous allez voir, ça c'est assez prometteur et c'est assez novateur dans ce domaine-là. Et puis un point que je ne vais pas aborder là dans la présentation, mais qui relève plutôt de l'écologie du paysage, où là on travaille actuellement sur l'offre en ressources pour les oiseaux, et à savoir un outil de groupement, en fait, d'aide au groupement des semis pour les agriculteurs. On s'aperçoit que quand on coordonne les semis sur un court créneau en termes calendaires, on a une réduction importante des dégâts sur un territoire, mais ça nécessite d'actionner des leviers qui vont au-delà de l'agronomie. Allons-y sur les répulsifs. Donc là, voilà des produits qu'on avait testés. 2 produits appliqués en plein, l'AMO 0309 et l'Avifar, et puis un produit appliqué sur les semences, le PNF 19. Donc vous voyez qu'en termes de résultats, on a des effets qui sont peu significatifs, et en plus de ça, qui sont un petit peu aléatoires en termes de gain de peuplement. Et puis on a un positionnement qui est très très délicat du traitement en plein et qui a tendance un petit peu à alourdir le chantier. Donc ça, c'est le principal défaut qu'on va relever de cette technique. Et néanmoins, on a quelques pistes de progrès. Là, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais le travail autour de la vigueur des variétés est quelque chose qui nous tient maintenant beaucoup à cœur, et en haleine chez Terrinovia, où il y a vraiment une piste à creuser de ce côté-là. Et puis la fertilisation en semis aussi, vous comprenez bien que l'enjeu, c'est de faire lever le plus vite possible le tournesol et de passer le stade cotylédon, qui est le stade sensible aussi pour ces dégâts à la levée. Pour l'instant, on n'a pas énormément de preuves tangibles qui tendent à confirmer ce point-là, mais les efforts sont à poursuivre. On pense qu'on a quand même des choses à retirer de ces pratiques. Le semis sous couvert, donc une technique qui semblait quand même très très prometteuse. Le principe, il est assez simple. Un semis d'un couvert, on va dire 40 jours à peu près avant le semis du tournesol. Une destruction du couvert juste avant le semis. Et puis, en fait, le tournesol qui se développe dans les résidus, à l'abri dans les résidus des plantes associées, et qui passe un petit peu à travers les dégâts d'oiseaux. Donc, quelques points quand même de la réussite, des clés de réussite. Ça s'applique dans le cadre d'une pression oiseau qui va être assez modérée, c'est une lutte prophylactique. Et puis il y a un climat qui doit être favorable pour l'implantation du couvert et le semis du tournesol. Bien évidemment, si on sème dans le sec et qu'on a une grande disette de pluie derrière, la levée va se faire de façon très échelonnée et ça sera très préjudiciable pour le tournesol. Donc une technique qui va être quand même, vous allez le voir, en termes de chantier, qui peut être un petit peu complexe. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais néanmoins on a des résultats qui sont assez prometteurs. Je ne vais pas trop détailler le graphique qui est à droite, mais simplement en rouge, vous avez les destructions qui interviennent après semis, et puis en bleu, les destructions au plus tard au semis. Et vous voyez qu'en termes de pourcentage de rendement par rapport au témoin tournesol seul, on a quand même des effets assez significatifs en fonction du peuplement du tournesol. Voilà, sur les espèces qu'on avait testées, vous allez voir les différents mélanges que nous avons travaillés. On a retenu aujourd'hui la févrole et l'orge de printemps, c'était des essais de 2018, févrole, orge d'Antilles, avec des dates de semis en sortie d'hiver, début de printemps. Et vous voyez qu'en fait, on a un taux d'attaque sur tournesol au stade B2 qui est assez intéressant pour l'association, notamment avec la févrole et l'orge, un peu moins avec la lentille. Le point négatif qu'on va avoir sur l'orge, c'est qu'il est très concurrentiel pour le tournesol, puisqu'il a tendance un petit peu à assécher la surface du sol et mettre à défaut la croissance derrière de la plante. La févrole avait quand même des très très bons résultats. Et c'est vrai que quand on regardait à la fin le rendement sur cet essai à Ligard, qui était dans le 32, on avait vraiment un effet rendement qui était intéressant. Donc un avantage plutôt couvert de févrole, sous réserve qu'on soit dans les conditions optimales d'implantation. Et il faut surtout avoir une biomasse correcte. On était sur des plantes qui faisaient déjà entre 15 et 20 cm de févrole, donc il fallait quand même qu'il y ait un petit peu de biomasse. Et la question qu'on se posait, c'est des choses sur le bénéfice supplémentaire de la févrole en termes de restitution derrière d'azote pour la croissance du tournesol et son bon développement. C'est des choses qui avaient été observées en Vendée déjà.
Alors, fort de cette expérience qui était on était plutôt optimiste. En 2019, on a été un peu plus déçus des résultats. Là, on avait testé différents points, notamment sur les modes de destruction. Donc, de la Févrole avec différentes densités, 25 pieds mètres carrés et 50 pieds mètres carrés, avec une destruction chimique, avec le témoin qu'on avait jusqu'alors, le glypho, au moment du semis. Et puis, on avait testé de détruire chimiquement en cours de culture du tournesol avec de l'express S6. Et on avait testé également avec du binage. Et puis, on avait laissé aussi le témoin de laisser la Févrole jusqu'au bout dans le cycle. Ce qui s'avère, c'est qu'effectivement, sur la partie levée, on a toujours un effet intéressant de la technique, puisqu'on avait des dégâts par rapport au tournesol solo qui étaient quand même bien moindres. Vous voyez, on est à peu près à un peu plus de 5 pieds sains. C'est quand même significatif quand on voit que le tournesol seul est en dessous de 4 pieds. Et puis, par contre, sur le rendement, on a eu des soucis. Vous voyez qu'en fait, notre témoin, finalement, Févrole avec glypho, osmi, et la modalité qui s'en sort le mieux par rapport au tournesol sol, qui finalement avait plutôt bien performé. Et on s'est aperçu que finalement la destruction tardive de la Févrole, la Févrole avait un impact très négatif en termes de concurrence sur le tournesol, et ça pouvait s'impacter sur le rendement. Et sans parler de l'absence de désherbage, qui là, on le sait, on a des pertes indéniables sur la culture derrière en cas de salissement. Pour ces semis sous couvert, donc au niveau de la Févrole d'automne, attention sur l'implantation. Un point de vigilance sur cette partie. Et puis sur les attaques d'oiseaux, on voit bien qu'il y a un effet qui est quand même assez intéressant. C'était majoritairement sur une population de palombes, mais ça s'applique sur les colombidés. On n'a pas forcément trop de retour et de recul sur le corbeau freux. On a vu également que la destruction tardive, comme je le disais, a un impact négatif sur le tournesol. Malheureusement, aujourd'hui, la meilleure parade, c'est la destruction chimique du couvert au semis du tournesol. Et là, aujourd'hui, avec autre chose que le glypho, c'est un petit peu compliqué. C'est des choses qu'on continue de creuser parce qu'on trouve quand même que ce point-là est particulièrement prometteur, quoi. Alors, les effaroucheurs, quand la technologie vient un petit peu au secours du monde agricole, avec des choses qu'on est en train de travailler, avec du drone terrestre et puis un effaroucheur associé. Et puis, on a également des boîtiers de détection optique en temps réel, qu'on commence à tester. Il y a des vrais effets marqués maintenant. C'est des techniques qui vont être assez coûteuses et difficilement applicables, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à creuser quand même parce qu'on a vraiment des effets qui sont intéressants. J'ai pas de résultats aujourd'hui à vous donner, mais visuellement, on a quand même des choses intéressantes qui se passent. Alors après, si on veut raisonner en termes de stratégie à l'avenir, il y a différents points à aborder. Déjà, adapter les semis. Je vous parlais tout à l'heure de la synchronisation au niveau des bassins de production, d'avoir des semis groupés sur une même date. C'est ce qui s'est passé typiquement cette année sur la région, où sur la partie auvergnate, on a eu des très bonnes conditions de semis, on va dire sur la première décade, première quinzaine d'avril, où là, on a à peu près 80% des semis qui se sont déclenchés à ce moment-là. Tout ce qui a été semé en dehors de ces périodes-là, ça a été un petit peu touché quand même par les dégâts d'oiseaux. Et sur Rhône-Alpes, c'est exactement le même schéma, sauf que c'était plutôt sur la dernière décade d'avril. Semer au bon moment, ça c'est un point indéniable, mais aussi quand les oiseaux sont moins actifs. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'analyser. On touche à un sujet qui s'éloigne encore de l'agronomie. Là, on est sur de la physiologie, du comportement de ces animaux. Et voilà, on est sur des populations qui sont mobiles, complexes à étudier. Donc on tâtonne encore un petit peu, mais il y a des choses qui sont engagées. Semer au bon moment, c'est également semer dans de bonnes conditions et favoriser un développement rapide du tournesol. Après, sur l'offre, il y a d'autres choses qui sont à réfléchir. On pense également à des bandes attractives sur des territoires donnés pour attirer les oiseaux et piéger les oiseaux et les éloigner de nos tournesols. Ça, c'est encore en test. Et puis la gestion de l'habitat, ça c'est un point qui touche à l'écologie du paysage. C'est plus du long terme. Revoir un petit peu le positionnement également des parcelles, éviter de se positionner sur des zones à risque, comme je le disais, en bord de grosses agglomérations ou de silos. Voilà, ça c'est des choses à éviter. Et puis le dernier point, c'est la régulation de la population, la gestion adaptative. Là, ça dépasse le strict cadre agricole, où là, il faut un petit peu s'intéresser à la régulation de population,
Notamment, je pense, je vous parlais tout à l'heure dans les marais, hein, c'est des choses sur les corbeaux qui se font déjà, mais qui doivent être un petit peu optimisées. Et puis voilà, je vous disais la gestion des habitats à long terme, hein, revoir un petit peu le fonctionnement de notre paysage pour arriver à la fois à préserver nos cultures et puis également à préserver les populations de ces espèces. Et effectivement, aujourd'hui, la prévention reste le meilleur levier. Hein. Donc, je vous l'ai dit, hein, les fondamentaux d'un semis réussi, état, date de débit de semence, date de semis, c'est des choses fondamentales à respecter. L'évitement des parcelles historiquement exposées, je l'ai évoqué juste avant. Et puis, voilà, on va regarder aussi tout ce qui est protection des parcelles avec les effaroucheurs. On n'a pas forcément énormément de garanties sur nos semis sous couvert, donc il y a peut-être d'autres choses à creuser côté effaroucheur. Et puis le diagnostic de Rosmi, hein, attention, être assez vigilant, ne pas s'arrêter à une vision globale de l'état de la parcelle, regarder vraiment si les cotylédons sont vraiment anéantis ou non, des plantes qui sont sorties et qui ont le cotylédon coupé, même à ras, peuvent rester viables et peuvent se développer. Donc, restez patient avant de prendre une décision de retournement. Et puis, bien sûr, mutualiser les expériences entre tous les acteurs, hein, pouvoir public, recherche appliquée, recherche théorique, agriculteurs et puis OS, hein, qu'on puisse travailler tous ensemble pour travailler sur ces questions de mutualisation d'expérience. Et le premier pas, hein, bien sûr, aller déclarer les dégâts sur le site de Terrinovia. C'est quelque chose d'important. Vous l'avez sur notre site, hein, le lien est remis sur le topo. Quand vous pouvez signaler librement des dégâts d'oiseaux, et plus il y a de signalements, plus on a des enquêtes et des analyses qui peuvent être robustes derrière. Voilà, Christophe, s'il y a des questions sur la partie oiseaux. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas forcément un sujet dont je suis spécialiste, donc soyez indulgents sur les réponses. Si je n'ai pas la réponse à la question, je reviendrai vers vous. Et puis Christophe est là également si jamais il y a besoin d'appuyer sur un point ou un autre. Merci Alexis pour ce point sur les oiseaux. Oui, il y a quelques questions. Une première, c'est concernant les stimulants, donc savoir si on avait testé les stimulants racinaires qui permettraient d'améliorer ou de sécuriser l'implantation, alors que ce soit des stimulants qui ont une AMM ou alors qui peuvent être évalués en normes engrais. Est-ce qu'on a des éléments à apporter là-dessus? Alors, j'ai pas d'éléments, pas à ma connaissance. Hein. Le message, hein, qu'on entend quand même depuis quelques temps, c'est qu'on a testé quand même beaucoup de choses et qu'on n'a pas grand-chose qui marche. Hein. Bon, grosso modo, c'est un peu ça le constat aujourd'hui. J'ai pas de données là-dessus. Christophe, je sais pas si toi, dans le sud-ouest, vous avez un point particulier là-dessus, mais moi, j'ai pas de données sous la main là. Non, c'était les stimulants, c'était pas forcément des stimulants, c'était des biostimulants plus aériens que vraiment racinaires. Voilà, mais dans les quelques produits qui avaient pu être testés, de toute façon, aucun effet. Une autre question, est-ce que c'est de savoir si on avait entendu parler du tabasco comme répulsif? Je sais pas, Alexis, est-ce que ça te parle? Oui, ça c'est une vieille légende de campagne, on en entend beaucoup parler. Alors on a eu des choses qui ont été testées, hein, du tabasco, du poivre, il y a eu aussi des typologies de matières organiques très odorantes, du soufre, on a un peu tout testé, comme je le disais. C'est le genre de choses qui va marcher dans une parcelle et 5 km plus loin, ça ne fonctionne plus. C'est très très aléatoire et on n'arrive pas à vraiment prouver un effet, donc on a écarté ce genre de technique. Très bien, merci pour cette réponse. Une question aussi où tu évoquais tout à l'heure là dans ta présentation la notion de bande attractive. Et la question, c'est de savoir quelles étaient les espèces qui étaient testées pour les bandes attractives. Eh bien, toute la question est là. Alors, je n'ai pas les données de Christophe encore, hein, mais c'est plutôt des espèces, hein, qui auraient c'est plutôt des couverts végétaux, hein, globalement, on est sur ces espèces-là, qui puissent créer une confusion visuelle, puisque les oiseaux ont visiblement, ce que nous ont appris ces essais, c'est quand on semait, par exemple, on avait testé de l'avoine, où il y avait une vraie différence de couleur et de forme entre l'avoine et le tournesol, les oiseaux sélectionnaient très fortement le tournesol. Donc il faut veiller à avoir des plantes qui sont plutôt couvrantes et qui ont plutôt un aspect assez avec des tons de vert. Donc ça va être la plupart des couverts végétaux qu'on voit dans les campagnes habituellement.
Maintenant, sur le choix des espèces, là, j'ai rien en tête. Bon. Je ne sais pas, Christophe, si tu as des choses, mais… Non, j'ai pas d'éléments supplémentaires là-dessus. Ouais, une question autour, effectivement, tu l'as plus ou moins effleuré. En tout cas, le sujet, c'est la destruction au fusil. Donc, quel cadre légal aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que ce sont des cadres qui se gèrent à l'échelle du département, me semble-t-il. Voilà, je ne sais pas si tu peux nous en dire quelques mots là-dessus. Bah là encore, hein, ça dépasse un peu, ça dépasse un peu mes attributions, mais voilà, s'il y a des choses qui sont faites, je sais que c'est très dépendant effectivement du département, mais aussi de la commune, en fonction des maires également qui peuvent avoir des dispositions particulières. Là encore, j'ai pas d'éléments à donner, quoi. Je suis désolé. Ouais, donc effectivement, je sais qu'il y a des dérogations qui peuvent exister sur certains départements. Donc là, le mieux, c'est de se rapprocher des fédérations départementales de chasse pour voir quel est le cadre légal en vigueur sur le département pour pouvoir faire soi-même des tirs en tant qu'agriculteur, enfin en tout cas, bien sûr, la condition sine qua non, c'est de disposer d'un permis de chasse. Ça, c'est le premier élément. Sinon, c'est de faire appel directement à des louvetiers qui, eux, peuvent venir pour faire des tirs de destruction de corbeaux ou de palombes, de pigeons, si c'est autorisé, bien évidemment. Alors, il y a deux autres questions qui arrivent. Ah, voilà, bon, c'était sur les pigeons, donc ça. La question, c'est est-ce qu'il existe des recherches sur les traitements de semences qui pourraient être efficaces? Ben oui, on l'a cité hein, avec le PNF19. Hein, ça fait partie des produits qu'on teste, qu'on évalue. Ce qu'on disait hein, finalement, c'est que c'est assez aléatoire. On n'a pas un effet qui est très significatif. Donc voilà, pour l'instant, on a testé avec sûrement un nombre limité de produits, mais on est preneur d'autres éléments. Je crois que Christophe avait retenu que le PNF19 et je crois qu'il en a prévu d'autres en test pour l'année à venir, mais j'ai pas les références de produits. D'accord, parfait. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Par contre, j'en avais une Alexis. Tu as montré tout à l'heure la carte avec les déclarations de dégâts d'oiseaux, alors multi-espèces, pas que sur le tournesol. Donc, il y a on va dire la taille des camemberts sont plus ou moins importants selon les secteurs. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire que c'est moindre qu'ailleurs. Est-ce que ça te semble vraiment représentatif des retours que tu as, ou est-ce qu'au contraire, tu pressens plutôt que les déclarations sont insuffisantes ou sous-estimées? Je le disais sur le sud de la région, à savoir la Drôme et l'Isère, on voit que les camemberts sont plutôt assez significatifs. Maintenant, effectivement, hein, sur la partie Puy-de-Dôme, il y a de plus en plus de surface Puy-de-Dôme alliée, hein, de plus en plus de surface en tournesol. Je pense que là, il y a encore une marge de progrès en termes de dégâts à recenser. Et puis, je pense également à l'Ain, hein, où le camembert pourrait être plus gros vu des surfaces qui nous sont annoncées. Donc, on pourrait toujours faire mieux, certainement. Voilà, hein, 2000 retours d'enquête à l'échelle de la France, quand on voit le nombre de parcelles qu'on peut avoir, ça reste encore insuffisant, mais voilà, c'est des choses, ce que je disais tout à l'heure, hein, si on veut pouvoir travailler, recenser, analyser au mieux ce qu'on a en face de nous, il faut qu'on ait une remontée de terrain la plus pertinente possible, et ça passe par un nombre suffisant de parcelles recensées. Donc je vous invite à faire de la communication auprès des agriculteurs et qu'ils puissent également faire ces déclarations et qu'on puisse continuer à travailler sur ce sujet qui reste un problème, hein, vous l'avez compris. Ouais, effectivement, en précision, ce type de déclaration et donc de carte, ce sont des éléments qui sont très importants pour l'Institut, notamment pour les échanges par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur les destructions au fusil. Quand on veut avoir des dérogations pour à l'échelle départementale, il faut qu'on amène des éléments, donc preuve à l'appui qu'il y a vraiment des dégâts très conséquents sur nos espèces, ou du moins sur telle ou telle espèce, pour qu'on puisse avoir des dérogations et des tirs qui soient autorisés. Donc voilà, donc si vous avez des échos les uns les autres sur vos départements
de dégâts d'oiseaux sur tournesol, voire sur soja, voilà, on vous invite fortement à faire ces déclarations parce que ce sont des éléments qui permettent de relativiser, de factualiser l'ensemble des dégâts qui sont opérés dans les parcelles et sur un département ou un territoire donné. Oui, alors on va passer sur le soja, hein. Tu l'as dit Christophe, hein. Aujourd'hui on a notre S-métolachlore qui est un petit peu dans le viseur, hein, notamment sur tout ce qui est AAC. Donc on va voir un petit peu les alternatives qu'on a à notre disposition, hein. Quelques points de contexte. Aujourd'hui on a peu de solutions prélevées disponibles, hein, sur ces cultures-là. On a un manque d'alternance de matière active, hein, et de surface en culture, une surface de culture de printemps qui est quand même importante sur la région. Et puis, on a quand même des baisses d'efficacité, hein, dues aux conditions parfois d'application compliquées sur ces produits. Je vous ai remis un petit point, hein. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est pas forcément la matière active en elle-même, c'est plutôt les métabolites, hein, ESA et OXA. Et le seuil, c'est 0,1 microgramme par litre maximum. Ça rassemble quand même aujourd'hui cette question beaucoup d'acteurs dans la région, hein, que ce soit les collectivités, les organismes de conseil, instituts, firmes, tout le monde travaille dans le même sens pour pouvoir arriver à maîtriser cette problématique. Et on recherche aujourd'hui, il existe des solutions agronomiques de substitution qu'on va voir et qu'on essaye de transmettre et d'aider à appliquer à nos agriculteurs. Alors aujourd'hui, sur le désherbage du soja, hein, voilà l'offre en prélevé qu'on avait jusqu'alors, du Mercantor, qui est notre S-métaux, et puis après du Prol, de l'Atticaqua et maintenant le Proman qui arrivait plus récemment. Ça constituait notre offre, on va dire, en prélevé. Et puis sur de la poste, on avait entre autres le Pulsar et le Passat, et puis Basagran ou Corum qui pouvaient être aussi utilisés en poste levé, avec la question aussi du fractionnement du Pulsar, toujours pour la gestion de l'ambroisie. Ça, c'était on va dire, c'est notre panel, hein, aujourd'hui de produits à disposition. Alors là, c'est quelques points que j'avais repris sur l'intérêt d'un programme avec prélevé et substitution de S-métolachlore. Donc d'un côté, vous avez du Pulsar seul, hein, c'est le spectre bleu. En rouge, vous avez de Mercantor puis Pulsar, et puis de l'autre côté, on fait du Prol puis du Pulsar. Vous voyez un petit peu les différentes efficacités qu'on pouvait avoir, hein, sans notre S-métaux, avec l'intérêt finalement sur Kenopod qui était plutôt pas mal. Par contre, on était un peu moins bon sur Digitaire ou sur Mouron notamment. Donc là, c'est des synthèses en décès qu'on avait fait en 2015. On a quand même une nette amélioration du spectre Pulsar avec une prélevée, ça on le sait maintenant depuis quelques temps. Et on confirme bien que le S-métaux est plus graminicide que la pendimétalline dans nos essais. On s'intéresse un petit peu à notre Proman, hein, qui est arrivé, hein, le métobromuron, donc qui finalement est plutôt intéressant en termes d'efficacité, hein, notamment les Promans qui sont faits en programme. On voit qu'avec le pulsar fractionné derrière, on a quand même des efficacités en ambroisie qui sont quand même très correctes, hein. Là, je précise, c'est de l'efficacité sur ambroisie dans nos essais. Donc voilà, on a quand même un intérêt qui est plutôt fort sur ce produit et qui est largement équivalent, voire supérieur à ce qu'on peut faire avec du Mercantor. Et quand on regarde après sur de la prélevé, on a refait un petit panel de différentes stratégies. Je ne vais pas les détailler toutes, mais ce qu'on peut voir, c'est que nos stratégies à base de Proman qui sont à droite du coup du graphique confirment bien que là, on a quand même des choses qui sont relativement compétitives par rapport à du Prol, par exemple. Et là, on arrive sur de l'ambroisie sans trop de soucis, à des efficacités autour de 90%. Si on s'intéresse maintenant au désherbage mixte, alors ça, c'est des essais qui ont été conduits et synthétisés par une collègue, donc Fanny Vimin. Donc on avait testé différentes stratégies, donc un témoin non traité, bien entendu. Une référence chimique avec du Prol en prélevé et puis un fractionnement de pulsar adjuvanté en poste. Ensuite, on avait fait donc la stratégie prélevée chimique avec du Prol. Alors ensuite, avec une herse rotative en poste levé et aussi une OU rotative pour une autre modalité. On a fait également une prélevée chimique solo sans rattrapage de poste levé mécanique ou chimique. Et puis on a fait également du tout mécanique, hein, avec de la herse et de la OU. Ça, c'est des choses qui ont été testées pendant 3 ans, de 2016 à 2019. Alors, si on regarde un petit peu les effets des stratégies, hein, sur quelques adventices choisis,
Donc on a notre référence qui est en haut, hein, où finalement on était effectivement complet un peu partout. Ce qu'on peut voir, c'est que sur l'intérêt de la RC Tri, hein, en complément du PROL, on est plutôt sur des efficacités qui sont cohérentes et qui sont intéressantes, hein, hormis sur Renoué et Persicard, où là on a un vrai gap, hein, encore, on a du mal à les maîtriser avec la herse. Et si on regarde après nos modalités, pardon, tout en mécanique, hein, on n'est pas trop mal sur Kenopone, Mercurial avec la RC Tri, et sur Mouron on est très très bien également. Et puis on reste correct quand même sur le Morel et la Renoué, pas de données sur d'Amarante par contre, sur ce site-là. Donc finalement, le mécanique et notamment les RC Tri ont toute leur place dans la gestion du désherbage. Quand on regarde derrière l'impact économique, le coût que ça représente, je vous parlais de nos modalités tout en mécanique. Finalement, quand vous voyez le coût et puis l'efficacité, c'est à se demander si on n'est pas sur quelque chose qui serait encore plus intéressant derrière pour la gestion de la marge de la culture, puisque vous voyez que notre référence chimique, hein, on est quand même sur un programme tout compris avec le coût de pulvé et les charges de mécanisation à plus de 120 € hectare. Alors que finalement, avec nos désherbages mécaniques, hein, on est autour de 50, donc c'est quand même intéressant. En conclusion, hein, dans les flores simples, on va avoir une efficacité qui va être intéressante. Quand je dis flore simple, mercurial, Kenopode ou Morel par exemple, hein, avec des densités qui sont assez raisonnables. Et puis bien sûr, attention, le problématique RC Tri est où c'est plutôt le stade jeune des adventices, il ne faut pas aller chercher des adventices trop développés. Et puis il faut des conditions météo suffisantes, hein, où on va viser par exemple pour un passage de RC Tri environ 2 à 3 jours secs et venteux avant et après l'application pour pouvoir maximiser les effets de l'outil. Alors, quand on regarde un petit peu les différents itinéraires techniques de désherbage, hein, on voit qu'on a à travers cet essai, hein, des choses qui sont intéressantes. Ce qui ressort, hein, notre base chimique était plutôt pas mal. Le tout mécanique également, et puis on retiendra également le PROL en prélevé, et puis le complément RC Tri qui finalement est plutôt intéressant aussi. Si on doit statuer aujourd'hui sur nos conseils, nos recommandations, hein, en fonction des types de semis, des flores et des types de sols, bon, aujourd'hui, si on doit croiser, donc si on prend un semis monograine, hein, le binage aura forcément une place importante. Il se réserve que la flore adventice soit une flore plutôt simple et avec une densité quand même correcte. On va avoir la possibilité de travailler avec notamment du PROL en prélevé, et puis donc binage potentiellement avec du semi-monograine, et si c'est du semoir à céréales, on va plutôt avoir tendance à utiliser de la herse plutôt que de la houe, qui finalement peut être un peu délicate en termes d'efficacité. Par contre, elle va avoir un intérêt sur les sols battants, notamment puisque la houe rotative joue un peu un rôle d'écrouteuse, hein, sur des sols battants. Et si on n'a pas de matériel de désherbage mécanique ou si on a des flores difficiles, bah là, on va revenir à un programme classique avec une prélevée et une poste en chimique. Alors sur cette partie désherbage, en conclusion globale, hein, sur soja, on va être en programme quasiment obligatoirement, hein, avec le Proman qui vraiment est intéressant en prélevé. Le S-métolachlore reste un complément non négligeable, mais on a vu qu'on pouvait arriver à le substituer aujourd'hui. Et puis pour la question de la gestion de l'ambroisie, on reste sur du fractionnement, hein, notamment avec du pulsar, qui reste primordial si on est vraiment dans des situations compliquées. Voilà. Et puis sur soja et tournesol, hein, la pause levée ne peut pas être envisagée comme un rattrapage, hein, c'est vraiment un risque d'échec. Et puis on est trop dans un schéma de sélection de résistance si on est uniquement sur de la pause levée, puisqu'on n'a pas énormément de produits disponibles non plus, quoi. Et puis voilà, surtout pas oublier, hein, en plus de ces leviers de désherbage chimique et mécanique, hein, il y a tous les leviers agronomiques à mettre en œuvre, hein, que ce soit les rotations, un bon équilibrage entre les cultures d'hiver et les cultures d'été. Ça c'est important. Et puis sur la partie interculture, hein, aussi, ne pas hésiter à aller déchaumer, à introduire des couverts aussi. Et puis les faux semis qui sont quand même intéressants dans la gestion des adventices et notamment de l'ambroisie. Et puis le décalage de la date de semis, hein, qui peut être aussi un levier intéressant, où là, voilà, on peut avoir des préparations de sol précoces avec un faux semis et détruire les levées d'ambroisie avant semis via soit les outils, soit le glyphosate. Et puis le binage, hein, effectivement, je le redis, qui reste quand même, qui se porte bien à ce genre de culture.
voilà. Si y a des questions, Christophe, je suis à ta disposition. Oui, merci Alexis pour cette présentation sur le désherbage soja et tournesol. Donc oui, il y a 2 questions, même 3. La première, c'est les résultats herbicides aujourd'hui. Finalement, tu n'as présenté que des résultats d'efficacité. Quid de la sélectivité ou du manque de sélectivité potentielle de certains produits? Est-ce que tu as des notes? Est-ce qu'on a des notes sur ce sujet-là? Alors oui, du côté de Franck, on doit en avoir certainement. Là, je les ai pas sous la main pour le coup. Je sais pas si toi, Christophe, tu as quelques données, mais là, j'ai pas de notion de sélectivité. Je pourrais rechercher, voir ce qu'on a sous le coude. Ouais. Donc, là, effectivement, il n'y a pas eu de note de sélectivité de présenter parce qu'on va à l'essentiel, on va dire, on va sur le volet efficacité. Mais effectivement, dans tous nos essais, on a une notation de la sélectivité. Si là, ça n'a pas été présenté, c'est aussi, je pense, mais il faudra recroiser quand même, c'est qu'il n'y a pas de problème justement de sélectivité, en tout cas majeur, qui mérite d'être souligné, parce qu'en règle générale, quand c'est le cas pour tel ou tel produit, on le met en avant pour que les gens ne soient pas surpris d'un manque potentiel de sélectivité. Mais en tout cas, c'est vraiment cette notation, elle est faite systématiquement dans nos essais. Une deuxième question, c'est quid du Centium en soja? Quelle est sa place, notamment par rapport au spectre Kénopode et Renouel Liseron? Alors là, tu ne l'as pas présenté, mais est-ce que tu as des éléments que tu pourrais apporter sur le sujet? Alors, je sais que sur le Centium, pour la Renouel Liseron, j'en avais rediscuté un peu avec Franck. On avait plutôt des bons résultats sur la Renouée. On était entre 85 et 90% d'efficacité. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais oui, c'est des choses qui peuvent se faire également. Ouais. Ok, très bien. Et puis, un complément d'information par rapport à ce que tu as évoqué, le produit, le Davai, je ne sais même pas comment on le prononce d'ailleurs, Davai ou Davai, est également homologué sur soja. Voilà, c'était une précision qui était apportée. Donc, merci pour cette précision. Et j'avais une question pour revenir à tout à l'heure, mais qui se pose d'ailleurs pour les 2 espèces, que ce soit pour le soja ou le tournesol, par rapport à la question tout à l'heure sur les pertes de rendement, l'estimation des pertes de rendement. Donc, ce n'était pas en lien avec l'absence de désherbage, mais c'était plutôt en lien avec des phytos de désherbage. Est-ce qu'on a des données ou est-ce que tu as des références en tête sur le sujet? Non, là, j'ai pas de référence. Là. Alors, si vous voulez en avoir un peu plus de précision, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un mail à Alexis, que vous avez qui était mentionné sur le début de la présentation, et on pourra vous donner quelques références que l'on peut avoir, sachant que quand bien même on a quelques références, on ne les aura pas forcément sur toutes les phytos possibles et imaginables. Donc voilà, si vous voulez reposer la question par mail, si vous pouvez apporter la précision de quel type de phyto, ça sera plus simple pour nous pour y répondre, puisque d'un produit à l'autre ou d'une phyto à une autre, les impacts ne sont pas forcément les mêmes, puisque ça peut aller jusqu'à des disparitions de pieds pour certaines phytos, ou alors uniquement du tassement qui peut être plus ou moins temporaire et ou impacter aussi un petit peu le rendement. Une autre question qui arrive, c'est quid de l'efficacité des stratégies mixtes Prol puis RC-Tri sur des flores graminées importantes? Alors ça, on l'a pas testé puisque sur la plateforme sur les plateformes qu'on avait là, on était ciblé dicote et on n'avait pas forcément de graminées, donc on n'a pas pu faire de notes suffisantes de graminées pour pouvoir statuer sur cette pratique. Mais c'est des choses, je crois que c'est en train d'être travaillé du côté de nos collègues et notamment de Fanny qui a des situations graminées là pour cette année, il me semble, pour en avoir discuté avec elle. Donc, du coup, rendez-vous l'année prochaine pour les résultats. Exactement. Ça marche. Pas d'autres questions sur le désherbage. Si vous en avez une dernière, n'hésitez pas à la mentionner. Sinon, je vous propose
de passer au dernier sujet, point important pour les cultures de printemps ou d'été, estivales du moins, que sont le soja et le tournesol, qui est donc le sujet de l'irrigation, un levier important pour maîtriser ou regagner ou conserver de la rentabilité sur ces deux cultures d'intérêt pour la région. Vas-y, Alexis. Merci Christophe. Donc oui, si on change de sujet, on passe sur l'irrigation, qui est plutôt un levier, on a tendance à penser quand on regarde nos deux espèces, qui est plutôt centré sur le soja, mais vous allez voir sur le tournesol, ça a également toute sa place. Là, je remets des éléments que j'avais présentés lors d'un webinaire il y a 15 jours maintenant sur la rentabilité et la robustesse du tournesol au niveau économique. Donc là, c'est pour un sol superficiel. Vous avez donc des marges simulées comparées pour différentes cultures. Donc là, c'est pour 100 mm d'apport. Là, sur sol superficiel, pour une RU qui est comprise entre 60 et 80 mm. Donc on voit que finalement que le gain de marge avec ces apports-là, ils sont comme importants via l'irrigation, notamment pour le maïs, où on a un gain de marge qui est quand même important, près de 270 € hectare. Mais vous voyez que notre tournesol, contrairement au maïs qui lui a du mal dans ces contextes hydriquement restreints, on a notre tournesol qui garde une bonne performance aujourd'hui de rentabilité et qui le valorise encore plus avec l'irrigation par rapport aux autres cultures. Le soja est un peu à mettre sur la même ligne que le maïs. Il a du mal à se comporter correctement dans des contextes restreints au niveau hydrique. On regarde maintenant un coût dans un sol intermédiaire, donc avec une RU entre 90 et 110 mm, où là finalement les gains sont moindres, mais restent quand même intéressants. Vous voyez que le maïs continue à exploiter quand même toute l'eau qu'on lui donne, même si là on l'a contraint à 100 mm, on arrive à avoir un niveau de rentabilité qui augmente fortement. Et pour le soja et le tournesol, on a toujours notre tournesol, notamment le tournesol oléique, qui arrive vraiment à performer, même si le gain de marge finalement est plus réduit. On a un niveau de performance de base quand dans la conduite en sec qui est quand même très correct, quoi. Donc, je vous remets quelques rappels d'irrigation sur nos cultures. Donc le soja, qui est la culture normalement historique en termes d'irrigation chez nous, le déclenchement, il va se faire selon les stades de la culture, mais aussi selon le type de sol, puisqu'en sol superficiel, on va déclencher l'irrigation dès l'apparition des premières fleurs à R1, stade R1, et puis en sol profond, on va plutôt attendre entre 10 et 15 jours l'apparition des premières fleurs. Donc on va décaler R1 plus 15 jours, et ça va nous faire tomber généralement autour de mi-juillet. Pour un arrêt d'irrigation au stade R7, c'est l'apparition de la première gousse brune. Donc vous voyez que là, la conduite de l'irrigation, finalement, on est sur quasiment tout le cycle de la culture. C'est une plante qui est assez sensible au stress hydrique. Et on a quand même des gains qui ne sont pas négligeables, puisque pour 100 mm d'eau apportée, on a entre 8 et 10 quintaux de rendement gagnés. Voilà, c'est quand même intéressant. Pour ce qui va nous concerner sur la conduite de l'irrigation, généralement, donc, si on prend sur nous la partie sud-est, en sol superficiel, on va être entre 250 et 300 mm à apporter, autour de 8 tours d'eau plutôt que 10. On est plutôt autour de 8 tours d'eau. Et puis des doses entre 30 et 35, ça c'est un peu la conduite classique. Et puis en sol plus profond, on va réduire entre 150 et 200 mm d'apport. Donc ça c'est un peu plus réduit. Mais sur tournesol, on a aussi quelques règles de décision qui ne sont pas forcément évidentes. Tout le monde n'a pas connaissance, c'est pour ça que je voulais faire ce petit rappel. Donc on va raisonner les apports selon 3 points. La grosseur du tournesol au stade bouton, la profondeur du sol et les précipitations de l'année, bien entendu. Donc vous voyez que là, nous, on estime qu'au stade E2, donc il faut un indice foliaire. Ça, on ne peut pas le déterminer à l'œil nu, bien entendu, c'est l'optimum, il est à 1,7, mais vous voyez visuellement ce que ça peut donner. Là, je vous ai mis dans le tableau, ce qui est souligné en rouge, c'est l'apport qui va être le plus profitable si vous avez un seul tour d'eau à placer. Donc, on va plutôt privilégier généralement début floraison sur les sols plus superficiels. Et puis, surtout lorsqu'on a des petites plantes, et quand on a des grosses plantes, c'est le cas du bas, on peut aller positionner notre tour d'eau plutôt fin floraison. Et idéalement, sur 2 à 3 tours d'eau, on va dire début flot, fin flot, et puis 10 jours après fin flot. Ça va faire nos 3 tours d'eau. Et puis sur des sols profonds, on a un seul tour d'eau fin floraison qu'on peut aller positionner pour valoriser un maximum le potentiel de la culture.
Je vous ai remis là des résultats d'essais qui datent, hein, qu'on mérite d'être fait localement, qui étaient faits à Syntex, chez nous, sur la station de Lyon, et bon, ça date 2000-2005, vous voyez un petit peu l'historique des références, mais on avait vraiment des gains de rendement qui étaient notables, hein, sur la zone, avec à peu près 12 quintaux d'écart, hein. Et puis sur la teneur en huile également, où on avait un point vraiment intéressant. Là, on avait mis 113 mm d'irrigation, exactement. Voilà pour ces rappels liés à l'irrigation. C'était juste une petite ouverture, hein, pour conclure notre topo. Et puis, du coup, je vous remercie de votre attention. Et puis, s'il y a encore quelques questions, je suis à votre disposition. Merci Alexis pour ce point sur l'irrigation. Effectivement, l'essentiel est là pour rappeler l'intérêt et l'efficience aussi des apports d'eau que l'on peut avoir sur nos cultures. Il n'y a pas de questions qui viennent sur le sujet de l'irrigation. Peut-être qu'en attendant qu'une question arrive, j'en avais une, moi, Alexis, par rapport au développement ou l'utilisation de l'irrigation sur ces deux espèces. Est-ce qu'il y a, dire que certains bassins sont peut-être plus faits pour du soja irrigué et d'autres plus pour du tournesol irrigué? Voilà, est-ce que dans la répartition territoriale, il y a une répartition à avoir, ou est-ce que finalement on peut très bien aussi bien trouver du soja, du tournesol un peu partout? Oui, alors du coup, pour cet aspect territorial, c'est vrai que sur le côté auvergnat, on va avoir moins de soja. Alors le peu de soja qu'il y a, il est plutôt positionné sur des terres irriguées, hein, bien entendu. Maintenant, le tournesol irrigué sur la partie auvergnate reste assez restreint. Bien entendu, l'irrigation sera positionnée sur des sols plus superficiels. Et sur la partie rhône-alpine, on a quelques zones de soja non irriguées sur des zones de marais, notamment sur tout ce qui est Grésivaudan en Isère. Certaines zones également dans l'Ain, notamment sur des terres un peu plus profondes. Mais globalement, on est quand même sur de l'irrigué quasiment à 100%. Et le tournesol, par contre, en termes de positionnement, on le voit pas trop dans les grosses terres sur la partie rhône-alpine, hein. On le voit plutôt dans des petites terres superficielles où il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Et la part de l'irrigation, j'ai pas d'estimation de surface ou de proportion à te donner, mais voilà, c'est des choses qui tendent à se développer, ou du moins il y a des questionnements qui commencent à se poser, notamment dans la répartition également du volume d'eau alloué. Aujourd'hui, on voit qu'on a des consommations, je pense à la plaine de Lyon, qui sont excessives sur le soja, mais aussi le maïs, hein. On arrive parfois à 12-13 tours d'eau, donc c'est énorme. Et on revient finalement à se dire peut-être que dans certaines situations, il faudrait peut-être positionner par exemple un tournesol ou une autre culture pour pouvoir réduire un peu la consommation en eau et puis répartir un peu mieux le volume. Et puis également préserver derrière le potentiel des cultures comme le maïs et le soja qui sont conduits habituellement, quoi. Donc voilà, il y a des réflexions qui se font au niveau territorial, mais qui sont difficiles à chiffrer, quoi. Très bien, merci pour ces précisions, Alexis. A priori, pas de questions particulières sur l'irrigation. Du coup, je vous propose peut-être d'en terminer là sur cette présentation. Donc, merci à tous pour votre présence. Donc, merci à Alexis pour l'ensemble de son intervention et de ses interventions qui permettent de balayer différents leviers possibles pour accompagner au mieux le développement de ces deux espèces estivales que sont le tournesol et le soja, donc qui sont en plein développement, justement en pleine croissance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, que l'on va continuer à accompagner auprès de l'ensemble de la prescription, des agriculteurs, des conseillers, pour essayer de pouvoir apporter le plus de réponses possibles à vos questions sur le terrain au quotidien. Voilà, donc merci à tous. Je laisse la parole à Bernadette qui va vous préciser la suite du déroulement de l'ensemble de nos sessions rencontres techniques 2020 de Terre Innovia et les prochains rendez-vous qui vont s'opérer dans les prochains jours. Bernadette, je te laisse la parole. Je rallume le micro. Oui, merci Christophe, merci Alexis pour cette session tournesol soja.
avant de conclure sur les prochaines dates, je vous rappelle que demain, donc vous recevrez un mail, en tout cas pour les personnes qui se sont inscrites, avec des informations pour télécharger les documents qui ont été présentés aujourd'hui, mais surtout un lien avec un questionnaire de satisfaction qu'il est important, nous, qui nous intéresse beaucoup, pour pouvoir avoir votre ressenti sur cette session. Donc, je vous incite à consacrer quelques minutes pour y répondre. Et donc, vous pourrez également donc revisualiser la session en replay sur YouTube. Tout ça, vous aurez tout ça sur un mail. Donc aujourd'hui, nous avons donc clôturé ces deux sessions, ces deux rendez-vous sur Rhône-Alpes, mais donc les rencontres techniques de Terrinovia se poursuivent demain, la semaine prochaine et jusqu'au 11 décembre. Alors vous avez jusqu'à la fin du mois un certain nombre de sessions régionales qui vont se dérouler dans les différentes régions de Terrinovia, donc dans l'ouest, le sud-ouest et puis dans le nord-est le 1er décembre. Alors je vous ai signalé sur la diapo la session nord-est du 1er décembre parce qu'elle peut intéresser certains d'entre vous. Il s'agira des leviers pour comprendre et mieux cultiver les protéagineux. Voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit, il est toujours temps de le faire. Et puis je vous ai affiché deux dates pour les deux sessions nationales autour d'un thème, on parlera système de culture, avec deux rendez-vous, le premier le 9 décembre, où seront balayées un certain nombre de solutions possibles à rechercher à l'échelle du système de culture. Et puis le 11 décembre, une session qui permettra de vous montrer comment Terrinovia travaille dans une démarche de collaboration avec un certain nombre de partenaires dans trois régions. Et les résultats de ces travaux collectifs partenaires Terrinovia vous seront présentés donc le 11 décembre matin. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à le faire. Il reste bien sûr du temps pour le faire. Voilà, donc je vais conclure. Bernadette, j'ai une question, donc autant la soumettre, notamment à Alexis qui l'a partagée, qui est venue techniquement, je la relis, c'est concernant l'irrigation du soja, donc avant de clore définitivement. Est-ce qu'il est prévu une remise à jour des seuils de pilotage de l'irrigation sur soja, car si voilà le pilotage peut être, il y aura certainement besoin de remettre à jour un petit peu pour avoir un peu plus de robustesse dans l'irrigation du tournesol. Est-ce qu'il s'est prévu? Alors oui, il y a des choses qui sont prévues. Donc Charlotte Chambert, qui est notre référente nationale soja, normalement on travaille sur le sujet actuellement. Donc on en avait un petit peu discuté. Voilà, il y a des choses qui vont beaucoup changer, je pense, au niveau du soja. Donc là, c'est l'aspect irrigation qui va être revu. On va également travailler aussi sur tout ce qui est précocité variétale, où les indices de précocité, les groupes de précocité aujourd'hui semblent un petit peu en décalage avec ce qui peut se passer sur le terrain en termes de physio. Donc il y a tout un travail qui va être mené autour de l'ITK du soja et l'irrigation en fait partie. Ouais. Parfait, merci Alexis. C'était la dernière question a priori. Du coup, je vous propose de clôturer la session là. Merci beaucoup à tous pour votre présence, vos questions, et puis on vous souhaite rendez-vous sur nos prochains événements, qu'ils soient digitaux ou sur le terrain, on l'espère, le plus rapidement possible, et avec Alexis pour échanger sur toutes les problématiques et tous les sujets de nos cultures sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.